Bonjour à tous. Je suis ravi de retrouver un vieil ami, ancien Premier ministre des Pays-Bas. Nous avons une bonne relation, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Il fait un excellent travail. C'est ce que je lis en tout cas partout. Il fait un excellent travail. Je ne suis pas surpris. Nous le soutenons. Nous l'avons toujours soutenu dans sa candidature. Dès le début, il a fait un excellent travail en qualité de Premier ministre. Il a été très dur. C'est très dur d'être Premier ministre ou c'est plus dur d'être secrétaire général? C'est comparable. La politique aux Pays-Bas est difficile aussi. Il fait un excellent travail. Nous allons aborder de nombreux sujets, notamment la question de l'Ukraine et de la Russie. Nous avons des équipes en Russie, de représentants, notamment Steve Witkoff, entre autres, qui mènent des discussions sérieuses. Comme vous le savez, l'Ukraine a accédé à un cessez-le-feu complet. Nous espérons avoir l'accord de la Russie. Des milliers de personnes, de jeunes gens meurent, surtout des jeunes. On vient d'en parler, des milliers de jeunes gens sont tués chaque semaine. Nous voulons que tout cela cesse. Ce ne sont pas des Américains, ce ne sont pas des Néerlandais, ce sont des Russes et des Ukrainiens. Mais ce sont des êtres humains avant tout. Et nous sommes tous d'accord, il faut que tout cela cesse. C'est un coup pour les États-Unis et pour d'autres pays. Et cela n'aurait jamais eu lieu si j'étais président. Cela me met en colère de voir que cette guerre a éclaté, mais nous devons maintenant la régler. Monsieur Mark Rutte a fait un excellent travail ces dernières semaines. Nous avons travaillé conjointement, donc j'en suis ravi. Nous allons aborder des questions commerciales également. Voilà, une journée bien remplie. Nous allons déjeuner ensemble et puis nous allons vous retrouver plus tard. Marc, vous voulez dire deux mots? Merci, Monsieur le Président, encore une fois de m'avoir reçu. Merci d'avoir pris le temps en Floride il y a quelques semaines. Nous nous sommes vus là-bas. Nous avons passé un appel téléphonique il y a quelques semaines également. Je dois dire que vous avez lancé l'idée que la dépense militaire doit augmenter en Europe et grâce à vous, les dépenses de défense ont largement augmenté. Et ensuite, on a vu que les Européens se sont engagés à augmenter la dépense de beaucoup plus. Les Allemands vont augmenter leurs dépenses. L'Europe aussi, près d'un demi-billion ou 500 milliards. Nous travaillons tous ensemble. Nous avons organisé un sommet pour rassembler les pays européens pour que nous travaillions tous ensemble pour faire augmenter ces dépenses. Nous avons également parlé de la production d'armes. Il faut produire plus aux États-Unis, en Europe. Nous sommes en retard par rapport aux Russes et aux Chinois. Et vous avez une base industrielle de défense très importante. Vous produisez 4 fois plus ici qu'ailleurs. C'est une bonne chose. Mais nous devons aussi faire notre part pour augmenter la production et diminuer les procédures administratives. Et puis, l'Ukraine. Vous avez aidé à mettre fin, à tâcher de mettre fin à la guerre. Vous avez lancé un dialogue avec les Russes. Il y a eu les pourparlers en Arabie Saoudite avec les Ukrainiens. Donc un grand bravo, Monsieur le Président. J'adorerais pouvoir vous recevoir à l'occasion du sommet. Nous nous réjouissons d'avance d'avoir d'excellents résultats. Ce que Marc a dit, c'est que lorsque je me suis rendu à l'OTAN, au siège de l'OTAN, je me suis rendu compte que très peu payaient assez, payaient leur dû. Seuls 7 pays payaient ce qu'ils devaient cotiser. Ou moins. Voilà, quelques pays, une poignée de pays payaient assez, et ceux qui payaient ne payaient que 2% de leur PIB, c'est trop bas.
La Pologne, je sais que la Pologne payait un peu plus que ce qu'on lui demandait. C'est impressionnant. Et ils ont fait un excellent travail, entre autres. Donc très peu de pays payaient assez et je ne voulais pas en parler à l'époque, mais j'en ai parlé par la suite lors de la deuxième réunion. Et voilà, j'ai levé des centaines des milliards, des centaines de milliards pour la défense et la défense a été renforcée grâce à moi. Nous avons travaillé avec de nombreux partis, notamment Marc. Si quelqu'un d'autre était président des États-Unis d'Amérique, ils n'auraient pas augmenté leurs dépenses. J'ai demandé, est-ce qu'ils ont tous payé? Et corrigez-moi, mais de nombreux pays ne payaient pas assez et j'ai dit, je ne vous protégerai pas si vous ne payez pas, si vous êtes en retard des paiements, on ne devrait pas vous défendre. Et dès que j'ai dit ça, alors la presse a réagi violemment en disant que ce n'était pas très gentil de le dire, mais c'est bien normal. Et tout d'un coup, les pays ont commencé à dépenser des centaines de milliards dans le cadre de l'OTAN et l'OTAN s'en est renforcé. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'était une bonne stratégie. Oui, oui. L'ancien secrétaire général a fait un excellent travail, M. Stoltenberg, et il l'a dit lui-même, Trump est devenu président et l'argent a commencé à couler, 600 milliards environ, et l'OTAN s'en est renforcée. Et cet argent doit être utilisé à bon escient. Il faut faire cesser les tirs, mettre fin à la guerre et revenir à la vie normale. Nous allons voir ce qui va advenir en Russie. Nous verrons bien quelles sont les réponses. On verra bien les résultats. Il y a des négociations avec M. Poutine, entre autres. Et j'espère qu'ils sont d'accord pour mettre fin à ce cauchemar. Chaque semaine, je reçois des images des champs de bataille. Je ne souhaite même pas regarder ces images. Je vois des jeunes gens, des cadavres joncher des champs entiers. C'est terrible et tout cela doit prendre fin. Ce sont des jeunes gens qui ont des pères, des mères, un père, une mère, des amis. C'est terrible. Donc, j'espère que nous allons trouver une solution à tout cela aujourd'hui. Nous travaillons avec l'Ukraine. Nous travaillons également avec la Russie. Nous avons des bons signaux pour l'instant. J'espère qu'ils prendront les bonnes décisions. Nous parlons ici de l'humanité, mais bien sûr, il y a question financière. Des centaines de milliards de dollars sont dépensés et gaspillés. C'est un gaspillage. Tout cela aurait dû être évité. C'est un honneur d'être ici. Quel candidat à la tête de l'OTAN? M. Stoltenberg était excellent et puis Mark Rutte fait un excellent travail. Donc, je vous ai soutenu. Il y avait un autre candidat que je n'aimais pas du tout. Et je crois que je lui ai barré la route. Voilà, c'est l'homme de la situation. Il a été un excellent Premier ministre des Pays-Bas. Il a fait un excellent travail et c'est ce qu'il continue de faire actuellement. Donc merci d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir. Nous avons des représentants du secteur de l'énergie ici, le gouverneur Chris, que vous connaissez, talentueux dans le domaine de l'énergie. Monsieur le général, une excellente équipe qui ne seront pas impliqués là-dedans, mais ils voulaient être témoins. Voilà, c'est un peu un spectacle. Ils voulaient être aux premières loges. Je pense que de bonnes choses arrivent. Vous avez des questions? Quel accord attendez-vous avec la Russie? Eh bien, tout d'abord, un cessez-le-feu. Nous avons parlé ouvertement des conditions, des terres qui pouvaient être cédées et maintenues dans le cadre d'un accord final. Il y a une centrale énergétique importante et la propriété de cette centrale est débattue.
C'est un long chemin. Donc la première phase, c'est le cessez-le-feu. Voilà. Tous ces sujets ont été abordés. Nous avons parlé de ces sujets, des terrains. On ne veut pas gaspiller du temps sur le cessez-le-feu si on n'a pas d'engagement. Donc on a dit ouvertement, voilà ce que vous pouvez obtenir, voici ce qui est impossible. On a parlé de l'accession à l'OTAN, ils connaissent la réponse, c'est impossible. Ils en ont parlé depuis longtemps d'ailleurs. Voilà, les détails d'un accord final ont été abordés. Nous allons voir si la Russie est d'accord, et sinon ce sera dommage pour le monde. Monsieur Poutine, d'accord, pour un cessez-le-feu, il a des conditions. Est-ce que vous allez converser avec lui directement? Oui, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est prometteur. D'autres disent autre chose et on ne sait pas si on peut s'y tenir. Je ne sais pas si on peut s'y fier d'ailleurs. Alors, il a émis un signal prometteur et j'aimerais le rencontrer et lui parler, mais nous devons trouver une solution rapidement. Il y a des morts tous les jours. Alors que nous parlons, il y a des dizaines de personnes, 2 personnes qui ont déjà perdu la vie. Alors que nous parlons maintenant, des milliers de personnes perdent la vie par semaine. Donc nous n'avons pas de temps à perdre, il faut agir rapidement. Ce n'est pas si difficile que ça. Le représentant du Canada, le ministre des Finances, est ici et ils rencontreront les membres de votre administration aujourd'hui. Est-ce que vous allez retirer les droits de douane sur l'aluminium et sur l'acier et ceux qui sont en cours? Non. Non, je ne changerai pas d'idée. On nous a arnaqués pendant des années et tout cela doit prendre fin. L'aluminium, l'acier, les voitures. On nous a escroqués pendant des années. Nous avons été assujettis à des coûts inacceptables. Nous dépensons 200 milliards par année pour subventionner le Canada. J'aime le Canada, j'aime les Canadiens. J'ai beaucoup d'amis canadiens. Wayne Gretzky, le très grand Wayne Gretzky. Je connais beaucoup de Canadiens. J'ai beaucoup d'amis là-bas, mais vous savez, les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas subventionner un pays à raison de 200 milliards par année. Nous n'avons pas besoin de leurs voitures, de leur énergie, de leurs bois de construction. Nous n'avons besoin d'aucun produit canadien. On le fait pour être gentil, pour aider, mais à un certain moment, il faut y mettre fin et gérer les affaires ici. Et le Canada devrait être un État. On n'a pas besoin de leur produits. Si c'était un État, ce serait le plus grand État. Nous aurions un pays magnifique. Vous voyez la carte, il y a une ligne, une frontière artificielle entre le Canada et les États-Unis. Il y a une frontière artificielle. On a tracé cette ligne sur une carte il y a des décennies. Et c'est insensé selon moi. Ce serait un très très grand pays, un magnifique État chéri. Regardez, au Canada, leur hymne national. Gardons cet hymne, mais pour un État. Ce serait le plus grand État américain. Pourquoi subventionner le Canada à raison de 200 milliards par année? C'est ce que ça nous coûte. On n'a pas besoin de leur boîte de construction, de leur énergie, on en a plus qu'eux. On n'a besoin de rien, de leurs voitures. Non, on les produit ici, les voitures. On n'a besoin de rien. Ah oui, il y aura des perturbations, des ruptures, mais tout ça va durer un certain temps et voilà, on doit agir. Vous avez dit très clairement que l'OTAN doit faire davantage. Entre votre premier mandat, quelle est votre vision pour la nouvelle relation entre les États-Unis et l'OTAN? Eh bien, oui, l'OTAN a agi et ce monsieur y veille. Monsieur Mark Rutte fait un excellent travail. Il est très compétent. C'est pour ça que j'ai soutenu bec et ongle sa candidature. Il y avait d'autres candidats qui étaient très inférieurs. Votre vision
vision pour la nouvelle coopération transatlantique? Eh bien, nous sommes de l'autre côté de l'océan et ils sont juste là. Et nous payons 350 milliards de dollars à cause de Biden et ils ne paient que 100 milliards. Donc il y a un écart notable. Ce n'est pas équitable. Je leur ai demandé de payer plus, autant que nous. On aurait dû éviter toute cette situation. Biden a donné cet argent. Nous avons un accord avec l'Ukraine sur les terres rares et les minéraux. Comme vous le savez, on pourra récupérer un peu d'argent, beaucoup d'argent. Mais on ne le fait pas pour l'argent. Je veux mettre fin à la guerre, vraiment. Je veux sauver des vies. Mais, parallèlement à cela, on nous a maltraités, comme toujours, par tous les pays. Et nous payons beaucoup plus que les nations européennes. C'est injuste. Ils sont bien plus touchés, directement touchés par la guerre. Nous avons un océan qui nous protège. Mais je pense que nous aurons de bons aboutissements. Nous venons de parler, et Marc a dit gentiment que si vous n'étiez pas impliqués, cette guerre aurait continué encore et encore, ou continuerait sans fin. Donc, nous avons mis fin à cette impasse. J'espère qu'il y aura de bons résultats. Voilà, vous venez d'entendre les propos du président des États-Unis, Donald Trump, à l'occasion d'une quasi-conférence de presse avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Bienvenue à tous et suite de cette édition spéciale alors que l'histoire continue de s'écrire en direct. Vladimir Poutine qui accepte cette trêve avec ses conditions et Donald Trump qui à l'instant salue, je cite, une déclaration très prometteuse mais qui n'était pas complète, tout en rajoutant, je cite, que ce serait très décevant si la Russie rejetait la proposition des États-Unis. Pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer, parfois entre les lignes. J'accueille sur ce plateau Elsa Vidal. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique international BFM TV. Bonsoir Gaël Vessière. Merci infiniment d'être avec nous, ambassadeur de France en Ukraine. Bonsoir Paul Gogo, consultant Russie BFM TV. C'est important d'être une sorte de poutinologue et essayer de comprendre parfois ce qui peut être dit entre les lignes. On va bien sûr dans un instant réécouter Vladimir Poutine, mais juste avant, Elsa Vidal, sur ce que dit le président des États-Unis, qui délivre une forme de semi-satisfecit au président russe, tout en disant attention, ce serait très décevant si la trêve n'était pas acceptée telle qu'elle. Oui, c'est certainement la partie la plus mystérieuse de sa déclaration. Parce que de deux choses l'une, soit il est déjà d'accord avec Vladimir Poutine et il a vraiment un levier pour faire plier la Russie, et on va le voir dans les jours qui viennent, soit il ne l'est pas et on va assister en direct à une partie diplomatique historique avec un dirigeant américain qui fera peut-être plier Vladimir Poutine qui jusque-là tient tête à ce qu'il appelle l'Occident global depuis presque 4 ans. Donc le mystère reste quand même entier. Je demande à voir, honnêtement, personne n'a jamais vécu un moment similaire depuis au moins 50 ans. Ulysse Gosset, on écoutera dans un instant Vladimir Poutine qui a pris la parole il y a quelques heures. Mais juste avant, là, on voit bien que Donald Trump, toujours dans cette obsession du deal, veut pousser Vladimir Poutine à accepter les termes de la trêve tels qu'il les a conçus, tels qu'il les a proposés. Il va obtenir gain de cause ou pas? À la fin, oui, mais pas tout de suite. On voit bien que Poutine prend son temps et on voit bien que Trump n'est pas satisfait, pas pleinement satisfait. Il en veut plus de la part du chef du Kremlin. Et le chef du Kremlin, lui, dit ce n'est pas le moment parce qu'effectivement, il y a des questions à régler. Par exemple, que se passe-t-il dans la poche de Koursk, qui est à l'intérieur de la Russie? Et il y a toujours des combats. Que vont devenir les combattants ukrainiens qu'ils considèrent comme des terroristes? Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux sans être jugés, sans autre forme de procès? Vous voyez, il retourne la preuve de la charge et il dit au président Trump, moi je suis d'accord avec la trêve, mais dans quelles conditions? Et c'est ça là où il est très habile, Poutine, parce qu'en fait, en disant oui à Trump, mais sous conditions, il continue à combattre dans la poche de Koursk. Et il pose des vraies questions, notamment. Qui va assurer le contrôle du cessez-le-feu sur cette ligne qui dit de 2000 km qui sépare l'Ukraine de la Russie? Donc il y a toute une série de prérequis qui ne sont pas satisfaits pour lui. Et donc il continue finalement à dire à Donald Trump, je suis d'accord pour faire la paix, mais une vraie paix, une paix durable. Ça veut dire en fait, une vraie paix, ça veut dire pour lui la capitulation de l'Ukraine, et durable, ça veut dire
sans Zelensky. On voit bien, il pose les lignes rouges ce soir. Et en même temps, très habilement, encore une fois, il ne dit pas non. Il dit oui, je suis d'accord, mais il faut négocier. Gaël Vessière, avec votre expérience de la diplomatie, je rappelle que vous êtes ambassadeur de France en Ukraine, ce qu'on voit là est tout à fait singulier. Deux dirigeants qui se répondent à quelques minutes d'intervalle. Au passage, on voit que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a appris de ce qui s'était passé à Volodymyr Zelensky, puisqu'il est extrêmement onctueux avec Donald Trump, le remerciant pour ses initiatives. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette séquence entre ce qu'a dit Vladimir Poutine et la réponse à l'instant de Donald Trump ? Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement une forme d'accélération, mais c'est un peu la marque de la diplomatie américaine. Le 28 février, il y a eu un coup de brutal, très brutal d'un côté, et puis finalement à Jeddah, il y a eu une évolution très significative de l'autre. Et au fond, ce tempo, chacun doit s'y adapter. Et maintenant, c'est le tour des Russes de devoir s'adapter à ce tempo. Pour l'instant, les propos du président russe qui vont certainement être précisés, puisque l'envoyé spécial Witkoff américain est à Moscou, donc j'imagine que les choses vont se préciser encore. Il dit un peu tout et son contraire, en réalité, enfin en première analyse. Et comme Ulysse, je pense qu'en réalité, les Russes mettent beaucoup de pression sur la poche de Koursk pour ne pas avoir à rentrer dans une logique de négociation, précisément. Et ils essaient de lier la trêve et puis des négociations plus de long terme, alors que justement, l'idée de base de ce document, qui était un peu une idée d'ailleurs française et britannique, c'était de commencer par quelque chose de plus limité, temporaire, et puis ensuite d'avoir des discussions de fond. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'histoire continue de s'écrire en direct. BFM TV vous propose cette édition spéciale. Tous nos reporters sont mobilisés sur le terrain. Nous sommes à Washington, nous sommes à Moscou, à Kiev. On ira rejoindre dans un instant Jean-Didier Revoin. Mais juste avant, on continue d'analyser ce qu'a pu dire le président Trump et tout à l'heure, les propos du président russe Vladimir Poutine. Je vous propose d'en écouter un extrait. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités. Mais nous pensons que cet arrêt doit être un arrêt qui mène à une paix durable et qui s'attaque aux causes profondes de cette crise. Voilà, une trêve, oui, sans condition. On va tout de suite retrouver notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Jean-Didier, là, on a besoin de votre expérience pour essayer de comprendre ce que dit Vladimir Poutine, puisque dans la matinée, un conseiller diplomatique dit qu'un cessez-le-feu de 30 jours ne serait, je cite, rien d'autre qu'un répit temporaire pour les militaires ukrainiens, rien de plus. Et quelques heures plus tard, il semble à demi ouvrir la porte. Que faut-il comprendre ? Il faut savoir que Vladimir Poutine ferme très rarement les portes de manière définitive. Ce qu'on comprend, c'est qu'il est en position de force sur le terrain, qu'il a envie de maximiser ses avantages militaires et qu'il espère ainsi pouvoir verrouiller ses positions avant d'entrer en négociation. Alors, on l'a dit, il est d'accord sur le principe d'une trêve, ce qu'il excluait auparavant parce qu'il voulait une solution globale. Et on voit que, tout en étant d'accord sur le principe d'une trêve, il énonce toute une série de nuances et de questions qui se posent véritablement dans le cadre de l'instauration d'une trêve entre Kiev et Moscou. Et c'est la façon dont on va répondre à ces questions dont il espère pouvoir tirer un avantage pour, au final, plutôt que de geler les fronts pendant 30 jours, arriver à quelque chose de plus global, éviter un regroupement et un réarmement des forces ukrainiennes, de façon à ce que, comme il l'a dit également, les causes profondes du conflit soient résolues, c'est-à-dire que l'Ukraine soit démilitarisée et qu'elle n'entre pas dans l'OTAN. Jean-Didier Revoin en direct de Moscou. Paul Gogo, là encore avec votre connaissance du discours de Vladimir Poutine. Il y a ces propos, une trêve sous condition. Il y a un envoyé spécial américain, Steve Witkoff, qui était par ailleurs celui qui était au Moyen-Orient il y a quelques jours, pas spécialement un grand diplomate, qui va vraisemblablement rencontrer Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui va prendre le dessus ? Est-ce que c'est la trêve ? Ou est-ce que ce sont les conditions qui sont fixées par Vladimir Poutine qui, in fine, peuvent empêcher la conclusion de cette trêve et d'un arrêt des combats de 30 jours ? Là, la situation que j'observe, moi, c'est surtout que Donald Trump vient de se mettre dans une situation où quand Vladimir Poutine acceptera la trêve de 30 jours, eh bien Donald Trump, il lui restera 30 jours pour forcer les Ukrainiens et les Européens à accepter ce qu'ils demandent depuis le premier jour de la guerre en 2022,
je ne sais pas s'il faut refaire la liste, mais on en a déjà beaucoup parlé. Une Ukraine hors de l'OTAN, un changement de président, des régions qui sont occupées, le blanchiment des régions occupées, on va dire. Et donc, Vladimir Poutine, il dit rien d'autre que ça aujourd'hui. C'est juste que sa position, après avoir été alpagué par Donald Trump, faisait qu'il ne pouvait pas juste venir et dire non, je suis contre, ou oui, je suis totalement pour. Il crée cette situation et que j'attire d'ailleurs votre attention sur la forme qui est très intéressante parce qu'il a quand même convoqué le dictateur biélorusse pour créer cette mise en scène avec des déclarations qui ont été faites avant. Nous, on est prêts à se battre ensemble contre l'OTAN s'il le faut. Et ce symbole, alors moi j'y vois ce symbole-là, en tout cas dans ce qui a été créé aujourd'hui, c'est que le rêve de Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine soit exactement comme la Biélorussie, avec une Ukraine sur laquelle il aurait un contrôle total. Totalement satellite. C'est ça, où il peut convoquer le président pour créer des mises en scène quand il le veut, et voilà, ce genre de choses.